Madame, Monsieur, bonsoir et merci de rester fidèle au programme de l'ORTB. La route vers la couverture universelle en santé a commencé au Bénin. Connue sous différentes dénominations, RAME puis ARCH, elle n'a qu'une seule fonction, assurer à tout Béninois, quelle que soit sa position géographique, des soins de qualité à des coûts accessibles. Dans la même veine, le gouvernement consacre une part importante de son budget à la prise en charge des maladies tropicales négligées. Au même moment, la qualité des soins dans les formations sanitaires et la mobilisation sociale autour du droit à la santé restent au cœur des discussions avec pour ambition une santé olympique pour chaque Béninois. Assurance universelle en santé, maladies tropicales négligées, qualité des soins et enfin mobilisation sociale autour du droit à la santé. Nous abordons ces questions dans les 52 prochaines minutes avec Alexandre Alovo-Pinrou. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Vous êtes le secrétaire général de la coalition des organisations de la société civile pour la couverture universelle en santé. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors déjà, dites-moi comment vous définissez la couverture sanitaire universelle. Merci, madame la journaliste. Merci pour l'invitation. La couverture universelle en santé, c'est simplement accès aux soins de qualité à tous les citoyens, à toutes les communautés, sans barrière financière. C'est ce qui est fondamental qu'il faut, quelle que soit la position d'un citoyen dans un pays, l'État étant garant de la santé de la population, doit tout faire pour que le citoyen, où qu'il soit, les communautés, où qu'elles soient, doit pouvoir avoir accès aux soins de santé de qualité financièrement accessibles. Alors, si on s'en tient à votre définition, où en est le Bénin dans le processus de couverture sanitaire universelle? Le Bénin a tenté plusieurs outils, ou bien je dirais plusieurs programmes pour pouvoir rendre accessibles les soins de santé à la population, mais aussi réduire, ou je dirais supprimer la barrière financière. Vous l'avez dit clairement dans votre introduction tout à l'heure, que nous sommes passés par des systèmes d'assurance maladie, que ce soit RAMU récemment, et aujourd'hui nous sommes le projet social du gouvernement, le projet H, il y a le volet assurance maladie. Et donc aujourd'hui, le Bénin a identifié comme cible pour la mise en œuvre ou l'atteinte de la CSU, a identifié, je dirais, les pauvres extrêmes. Les pauvres extrêmes, sur toute l'étendue du territoire national, ont été identifiés en collaboration avec les différents CPS sur toute l'étendue du territoire national. Les CPS, c'est les centres de promotion sociale, c'est-à-dire le ministère des Affaires sociales, avec les différentes autorités au niveau local, on a pu identifier des pauvres extrêmes. Et puis ces personnes aujourd'hui sont des privilégiés de la République. On leur a imprimé des cartes. Et avec ces cartes, ils pourront bénéficier des soins de santé de façon gratuite sur tout l'étendue du territoire national. On a eu à faire la phase pilote. La phase pilote a concerné 3 zones sanitaires. Et après cette phase, il y a la phase d'extension, où des communes ont déjà bénéficié de cela et bénéficient des soins de santé. Ce système-là, ce système mis en place, c'est une marche, c'est une manière de réussir la CSU. En identifiant d'abord les pauvres extrêmes qui ne peuvent pas, puisque dans la majorité des cas, les pauvres extrêmes ne vont pas au centre de santé. Donc c'est une manière pour la République de permettre aux pauvres extrêmes d'avoir accès aux soins de santé de qualité. Donc ça, c'est déjà une démarche très importante dans l'atteinte des objectifs de la CSU. Après cela, nous avons déjà le système conventionnel qu'il faut renforcer davantage. Qu'est-ce que vous appelez le système conventionnel? Le système conventionnel d'assurance maladie qui existe où les agents réguliers, les agents
privés, qui travaillent dans le secteur public comme privé, doivent bénéficier... Vous parlez des fonctionnaires du service public? Comme du privé. La loi exige à ce qu'ils doivent bénéficier d'assurance maladie. Donc, au-delà de cela, il y a une partie qui reste. C'est-à-dire que ceux qui sont dans le système informel. L'assurance maladie, aujourd'hui, du projet H, tient compte de tout cela. Et nous espérons que, horizon 2030, on pourra emballer tout le monde et on ne pourra plus aller à l'hôpital parce que c'est un système, tant qu'on ne met pas en place un système de solidarité nationale et supprimer la barrière financière, on ne pourra pas véritablement réussir la couverture universelle en santé. Alors, à vous entendre, donc, le Bénin a fait de gros efforts pour la couverture sanitaire universelle. Selon un document de la section Afrique de la Fondation Friedrich Ebert, entre 2015 et 2020 à Cotonou, il y avait un médecin pour 8312 habitants. Et dans le Borgo en particulier, un médecin pour plus d'1 million d'habitants. Quelle est la situation aujourd'hui, 2 ans après? Mais je peux vous dire que déjà, avant cette évaluation de cette fondation, il faut dire que le gouvernement même avait déjà fait une évaluation en matière de ressources humaines en santé. Lorsque on a mis en place les réformes du système de santé au Bénin, on avait déjà fait une évaluation en termes de besoins en ressources humaines en santé. Parce que la qualité des ressources humaines en santé, ça contribue à l'avancée de la CSU. Il ne sert à rien de construire les hôpitaux si on n'a pas des agents qualifiés. Et la population le plus reculée possible, celui qui est le plus reculé possible des villes, doit bénéficier aussi des prestations de qualité. Et la prestation de qualité, d'abord, le premier élément, c'est la disponibilité des agents des ressources humaines en santé et puis l'équipement. Aujourd'hui, au Bénin, l'État ayant identifié cela, a permis, dans les réformes, aux cliniques, aux cabinets d'abord, de s'ouvrir. Vous voyez, quand l'État est garant de la santé de sa population, même s'il n'arrive pas à recruter le personnel qu'il faut pour le système public, il permet aux agents de santé qui veulent exercer en clientèle privée, il leur donne l'autorisation d'ouverture et d'exploitation. Tous ceux-là, on doit tenir compte de tous ceux-là qui ont des cliniques cabinets privés reconnus par l'État et qui aident la population aujourd'hui, le secteur sanitaire privé qui aide la population aujourd'hui. On doit en tenir compte aussi. On ne doit pas tenir compte seulement de ceux qui travaillent dans le public. Donc, en matière de ressources humaines en santé, c'est le public et le privé qui concourent au bien-être de la population. Donc, après cette évaluation, on a vu qu'il y a de gaps énormes si on veut satisfaire les besoins de la population. Donc, le gouvernement, en tout cas, nous, au niveau de la coalition des OSC, nous observons et nous continuons de faire du plaidoyer en ressources humaines en santé. Il y a même un groupe thématique qui fait ce travail, surtout dans les zones reculées du Bénin. Mais aujourd'hui, vous allez voir qu'en 2020, l'État a recruté massivement des médecins, des gens de santé qu'on a répartis sur tout l'étendue du territoire national. Ce qui est important, c'est de renforcer la capacité de ceux-là qui sont recrutés et le programme de la phase suivante de recrutement du personnel qualifié et que l'État a promis, nous souhaitons vivement à ce que cela se complète. Ce qui a été recruté en 2020 ne suffit pas sur le terrain. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Donc, la charge du travail. Il existe toujours des gaps. Absolument. Nous sommes, vous savez, on ne peut pas dire dans un pays en voie de développement où la santé est un défi majeur, un pays en voie de développement, pour dire qu'on est à 100% comblé en termes de ressources humaines en santé. Encore que le pouvoir d'achat de la population étant faible et le paiement, le salaire des gens de santé, surtout dans les pays en voie de développement, ce n'est pas ce qu'il faut. Mais c'est la fuite des cerveaux vers les pays qui en ont besoin. Et donc, il faut absolument un système, au-delà du recrutement, il faut un système qui permet de retenir les cerveaux en termes de santé dans le pays. Sinon, on aura beau vouloir recruter de cardiologues, de radiologues, de chirurgiens, et on n'en trouvera pas parce que derrière ça, la motivation n'arrange pas celui qui a pris. Donc, pour une couverture universelle en santé réussie, au-delà du recrutement et du pouvoir au poste,
il faut penser à accompagner ces acteurs de santé pour pouvoir avoir un résultat probant. Ouais, donc voilà ce que je peux dire. Donc finalement, même si tout n'est pas rose, Ouais. la Il y a couverture- un effort véritablement qui a été fait pour le recrutement des gens de santé. Au Bénin, depuis 2020, après identification de ces besoins en santé, je sais qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé au Bénin fait un travail énorme pour pouvoir à ses postes dans chaque département. Mais on n'a pas encore atteint l'objectif. Pour nous, en tant qu'acteurs de la société civile, il y a toujours des retours qui montrent qu'il manque d'agents qualifiés sur le terrain. Et nous encourageons l'État à augmenter et les privés aussi à se rendre aussi dans les zones reculées pour permettre à la population d'avoir accès aux soins. Que seulement les villes ne soient pas concentrées de cabinets et de cliniques privées ni d'hôpitaux, mais aussi nos zones reculées, nos zones frontalières soient aussi pourvues en termes de services de santé de qualité. Alors, on va revenir à la couverture sanitaire universelle. Le ministre de la Santé, Benjamin Mompati, a affirmé dans une interview sur RFI que c'est en bonne marche au Bénin et que c'est même rendu obligatoire depuis janvier 2022. Nous sommes en octobre 2022. Quelle est la situation? Oui, c'est vrai, la loi sur la protection de la santé des personnes en République du Bénin, promulguée en 2021, début 2021, je pense en février 2021, cette loi rend obligatoire l'assurance maladie universelle à tous les citoyens vivant au Bénin. Et toute entreprise au Bénin, publique ou privée, doit pouvoir souscrire son personnel à l'assurance maladie obligatoire. C'est ça que je disais tout à l'heure, que pour réussir la couverture universelle en santé, il faut absolument un cadre législatif et légal mis en place. Le Bénin a travaillé à mettre en place les tests qu'il faut aujourd'hui. Il y a des choses à améliorer, mais il faut commencer. On ne peut pas inventer Paris ni New York en une journée. C'est un jour qu'on démarre. Et cela a démarré à travers les tests. Lorsque les tests sont mis en place, il faut aller progressivement, étape par étape. Aujourd'hui, nous savons qu'on a travaillé à ce que les pauvres extrêmes soient identifiés et pris en charge par l'État. On travaille aujourd'hui à ce que le patronat fasse en sorte que tout le personnel dans le secteur privé soit pris en compte dans la couverture universelle en santé. Le système public, l'État s'engage à assurer son personnel, c'est-à-dire les fonctionnaires de l'État à tous les niveaux. Donc, on va travailler maintenant à ceux qui sont dans l'informel et trouver des mécanismes à les contraindre à cette solidarité nationale. Et c'est cela qui peut permettre à ce que nous ayons autre regard. Si le ministre a parlé ainsi, c'est que nous disposons de l'arsenal juridique qu'il faut pour travailler progressivement et contraindre les uns les autres à entrer dans une solidarité nationale. Ce n'est pas facultatif. Vous savez, on a une mentalité au Bénin et que c'est triste et qu'il faut décourager, c'est le fait que nous n'avons pas la culture d'investir dans la santé. Nous avons la culture d'investir dans ce qui ne vit plus, c'est-à-dire la mort, ce qui est décédé, le défunt. La mobilisation sociale autour de celui qui est décédé, observer, et la mobilisation sociale autour de celui qui est agonisant, souffrant ou bien qui a un problème. L'insensibilité envers celui qui est malade et la sensibilité envers celui qui est décédé. À votre avis, qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Pour ma part, c'est au fait la mauvaise compréhension. C'est qu'il y a la politique en matière de santé, il y a un grand fossé entre la politique en matière de santé et la population, le rythme de la population. Au-delà du fait que les agents de santé sont dans les hôpitaux, nous devons travailler à aller dans les communautés. C'est la cause fondamentale, c'est la communication en santé dans nos communautés. Tant qu'on ne sensibilise pas la communauté et leur montrer que la vie humaine est véritablement sacrée et c'est ça qu'il faut protéger,
et investir là-dedans si nous voulons aller au développement. Mais j'estime que dans les communautés, un travail en tant que nous qui sommes éclairés, un travail du genre n'est pas suffisamment fait. C'est vrai qu'il y a des pesanteurs sociologiques, culturels, mais on peut dépasser ça. Et déjà, parfois, quand vous allez dans les hôpitaux, quand vous ne sortez pas l'argent, vous n'avez pas accès aux soins. Nous avons progressivement, le soin dans les pays en voie de développement coûte cher. Ça coûte cher. C'est pour cela que tant qu'on ne met pas en place un système de solidarité, on ne met pas un mécanisme en place pour parvenir à la couverture universelle en santé, franchement, les gens vont mourir gratuitement. Mais dans nos hôpitaux, l'accès aux soins, ça a encore des barrières financières. Mais cela ne veut pas dire que la population aujourd'hui, si ils se mettent ensemble, si on s'organise, qu'on ne peut pas subvenir aux besoins en santé de la communauté, parce que tout le monde ne tombe pas malade au même moment. Mais on a un comportement envers celui qui est décédé, que cet investissement-là, on peut l'orienter autrement pour prolonger la durée de vie de la population. C'est de ça que moi je parle, en fait. J'estime que ce n'est pas par choix, parce qu'une personne qui est décédée, il faut bien l'enterrer. Oui, mais l'investissement sur celui qui veut l'enterrer, vous voyez, c'est des choses qui se passent dans nos communautés. Si on doit pouvoir sensibiliser, parvenir à une solution. Nous, on a des problèmes dans nos communautés. On doit réfléchir et savoir qu'est-ce qu'on va faire. Pour ma part, la mobilisation sociale, la cotisation autour de celui qui est déjà décédé pouvait se faire pour le vivant. Pour le vivant. Nous avons dans nos communautés des parents qui sont malades, mais leurs enfants sont à Cotonou. Mais le jour que la personne est décédée, mais l'enfant, le plaisir de faire le statut, de faire tout ce qu'il faut, de mobiliser des ressources pour l'enterrer. Mais on pouvait le sauver. Et au-delà de pouvoir le sauver, ces moyens-là pouvaient être utilisés pour avoir des services de santé dans les communautés. Les centres de santé construits dans nos communautés. Vous allez voir que quelques années après, ça tombe dans un état ça tombe en ruine. Ça tombe en ruine. Mais l'entretien de ces centres de santé, on ne peut pas tout mettre sur le dos de l'État. C'est d'abord la communauté. C'est d'abord la communauté pour laquelle on a construit ces centres de santé. Ils doivent se mobiliser à l'entretien de ces structures. Ils doivent contribuer à ce que ces structures durent dans le temps, accompagner les gens de santé qui sont là. Et au sein de cette communauté dont vous parlez, combien sont-ils à savoir qu'ils peuvent bénéficier de l'assurance en santé? D'abord, c'est les élus locaux et les leaders dans nos communautés. Ils sont suffisamment informés, surtout dans l'approche H. Pour ce que je vois et ce qui se fait, la distribution des cartes pour les privilégiés de la République, les pauvres extrêmes, se fait avec la communauté à la base. La coalition a fait un sondage pour savoir que les Béninois sont informés, parce que vous allez dans la rue, vous demandez à un Béninois s'il connaît Arche, s'il a une carte d'assurance, la réponse est non. Mais pour l'instant, ce n'est pas tout le monde. C'est les pauvres extrêmes identifiés qui ont la carte. Maintenant, le reste, ils vont en bénéficier. Mais la mobilisation sociale autour du projet H ou bien autour de l'assurance maladie, c'est tout le monde, y compris politique, y compris société civile, y compris journalistes, tout le monde doit se mobiliser. Tous ceux qui ont connaissance de ça, ce que la coalition fait aujourd'hui, vous nous avez invités, c'est une manière d'informer la population. Mais il faut dire qu'il y a un cadre de concertation du projet H depuis que cela a commencé et qui permet de façon trimestrielle d'évaluer un peu le niveau d'avancement, le niveau de sensibilisation, la communication avec la population. La coalition fait partie de ce cadre de concertation. Et aujourd'hui, quels sont les résultats probants qu'on a eus sur le terrain? À la dernière réunion du cadre de concertation de ce volet-là, les résultats sur le terrain montrent que au début du projet, la population fréquente. Mais il y a des difficultés en termes
d'accueil, de relations entre patients et la population qui font parfois qu'il y a diminution progressive de la fréquentation de ces personnes qui bénéficient. Donc, on a constaté qu'il y a des pics à des endroits, il y a des baisses à des endroits. Et qu'il faut travailler à la mobilisation sociale. Ce n'est pas encore ça. Nous avons insisté, ça fait partie des recommandations du cadre de concertation, chaque fois qu'on se réunit, la question de communication avec la population. Donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que la population est suffisamment informée. Mais il y a un travail en cours, il y a une mobilisation autour de cela pour que la population comprenne ses devoirs ou bien son droit en termes d'assurance maladie. Et en ce qui concerne le secteur informel, les travailleurs du secteur informel, qu'est-ce qui est fait pour les astreindre à souscrire à une assurance maladie aujourd'hui? Puisque c'est obligatoire, vous l'avez dit. Oui, l'assurance maladie obligatoire, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, on ne peut que faire des propositions. L'État est en train de faire un travail que je ne pourrais le dire ici puisque je ne suis pas représentant du gouvernement ici. Mais ce que je sais est que celui qui est dans l'informel a besoin des papiers dans la République, des dossiers à faire dans la République. Lorsque une femme dans le marché veut prendre de ranga, on doit pouvoir lui exiger dans son dossier son attestation d'assurance maladie. S'il va à la mairie pour avoir un papier, on va exiger ça. Moi, ce qui est simple, c'est d'exiger l'attestation d'assurance maladie pour l'année dans les dossiers les plus élémentaires pour toute la population. Lorsque c'est exigé pour obtenir autre pièce, ou bien même pour ouvrir une entreprise, pour quoi que ce soit, je pense que tout le monde va adhérer. C'est une proposition simple et pratique pour contraindre tout le monde à l'avoir. Ça doit être une pièce maîtresse que tout le monde doit avoir en début d'année. Si on le fait, tout le monde va adhérer. Si quelqu'un n'a pas, il ne pourra pas bénéficier des services les plus élémentaires de la République. Donc c'est aussi simple que ça. Oui, c'est aussi simple que ça. C'est ce que moi je pourrais proposer au gouvernement. Et puis si ça rencontre ce qu'il pense, il n'a qu'à le mettre en exergue. Sur tout l'étendue du territoire national. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne cherche pas à bénéficier des services publics. On va maintenant aborder la question des déserts médicaux. Est-ce qu'il en existe au Bénin des déserts médicaux? Il faut dire d'abord que un désert ou bien les déserts médicaux, d'abord, ça dépend de l'étendue ou de la démographie. Vous voyez, ça dépend du territoire et de la démographie. OK. Donc, aujourd'hui au Bénin, nous avons des zones sanitaires sur tout l'étendue du territoire national. Et dans ces zones sanitaires, au moins, les zones sanitaires sont constituées de plusieurs communes. Dans chaque commune au Bénin, il y a quand même des centres de santé d'arrondissement. Et il est prévu dans notre pyramide sanitaire des centres de santé d'arrondissement, des centres de santé communal. Je pense qu'aujourd'hui au Bénin, la majorité des arrondissements ont au moins un centre de santé, même si c'est dans un état de délabrement. La majorité, à 95%, je dirais 98%. Et donc, je peux dire, si chaque arrondissement dispose des centres de santé d'arrondissement, c'est de chercher à le renforcer, à pourvoir ces arrondissements davantage de services de santé privés, encourager les jeunes à s'installer dans leur commune et pour rendre accessibles les soins de santé à leur population. Donc, au-delà du centre de santé communal dans chaque centre d'arrondissement, il faut absolument renforcer tous les centres de santé d'arrondissement, surtout le territoire national, mais aussi l'arrondissement que la démographie explose. Il faut véritablement voir dans quelle mesure dupliquer les centres de santé publics. Vous voyez, donc, aujourd'hui, en matière de désert, des déserts médicaux, le Bénin n'est pas véritablement concerné.
Ce qui est à faire, c'est de renforcer l'existant et de dupliquer ce qui est là. On va aborder la question maintenant des maladies tropicales négligées. Mais avant, qu'est-ce que vous avez à dire pour finir cette partie? Qu'est-ce que vous avez à dire aux Béninois qui pensent aujourd'hui encore que c'est cher d'aller se soigner dans les hôpitaux et qui parfois s'abstiennent de ça? Je pense que cette mentalité, c'est soi-même on décide de vite mourir. Parce que la santé n'a pas de prix. Même si l'État est garant de la santé de la population, la santé n'a pas de prix. Et prévenir vaut mieux que guérir. Et donc le système de prévention, c'est sur ça qu'on va travailler. Et donc celui qui dit ça, il n'a qu'à tout faire pour prévenir le mal. Ça, c'est la première des choses que je vais lui dire. S'il pense que la santé coûte cher, il doit avoir des comportements adaptés en société, en communauté, pour ne pas se retrouver en situation dans nos hôpitaux. Deuxième élément, c'est lorsqu'on a des problèmes de santé, le plus tôt, c'est d'aller à l'hôpital. Les soins de santé coûtent cher pour les pays en développement parce qu'on va tardivement à l'hôpital. Dans nos hôpitaux, il y a plus d'urgence à gérer que les problèmes élémentaires. Ce n'est pas normal. La culture d'aller spontanément à l'hôpital devrait être ce qui doit être partagé par tout le monde. Si nous disons que la santé coûte cher, c'est parce que nous tardons à aller à l'hôpital. Et donc, pour la population, je leur dis d'aller spontanément à l'hôpital lorsqu'il y a un bobo, au lieu d'aller chez celui qui va détruire davantage leur santé et de se recourir à l'automédication. Et au nombre des bobos dont vous parlez justement, il y a les maladies tropicales négligées. Ouais. Comment on peut arriver à définir aujourd'hui les maladies tropicales négligées? Vous voyez, maladies tropicales négligées, il faut comprendre que c'est des maladies qui sont souvent identifiées dans les zones déshéritées. Les zones où l'hygiène et l'assainissement n'est pas du tout de mise. Et donc, ces maladies appauvrissent totalement la population et le pouvoir d'achat, c'est des maladies qui sont véritablement, pour le traitement, c'est très lourd pour la population. Non seulement, c'est une maladie qui atteint une population pauvre, mais le coût de traitement coûte très cher. Le coût de recherche, c'est des maladies qui sont rares, mais le coût de recherche coûte cher. Quand c'est rare et que le coût de traitement est élevé, naturellement, celui qui va faire la recherche ne trouvera pas d'intérêt. Les firmes pharmaceutiques ne trouveront pas d'intérêt et ces maladies vont toujours nuire à la santé de la population pauvre. Plus il y a développement, plus les maladies tropicales sont repoussées. Donc plus il y a l'assainissement, il y a les maladies tropicales négligées et repoussées. Okay. Et l'OMS recense aujourd'hui 20 maladies tropicales négligées. Quelles sont celles qui sévissent le plus au Bénin? D'abord, il faut dire que le ministère de la Santé du Bénin, où l'État béninois a pris conscience des maladies tropicales négligées, il y a même un programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées au Bénin, ce qui est un élément très important. Le Bénin dispose d'une feuille de route avec l'OMS sur les maladies tropicales négligées et a pris des engagements. Au Bénin, nous avons les centres de traitement du cerf de Brûlis. Le cerf de Brûlis, c'est une maladie tropicale négligée. La lèpre, c'est une maladie tropicale négligée. Le pian, c'est une maladie tropicale négligée. Vous voyez, si on prend ces trois maladies, déjà dans notre contexte au Bénin, vous allez voir que les zones où ces maladies sévissent, il y a des programmes qui se développent pour le traitement de ces personnes. Vous allez voir à l'ADA, vous allez voir dans les centres appuyés par la fondation Anesvad et la fondation Raoul Folero pour accompagner un peu la population parce que ça revient très cher pour la population. Donc, en termes de prise en charge des maladies tropicales négligées, le Bénin dispose d'une politique. Mais ce sur quoi nous, en tant qu'acteurs de la société civile, on invite les gouvernants et aussi les élus locaux, c'est beaucoup plus d'augmenter le budget lié à cela parce qu'on ne peut pas être toujours accompagné par les partenaires extérieurs. Le budget interne doit pouvoir augmenter en matière de traitement des maladies tropicales négligées, que ce soit dans nos communes, que ce soit au niveau national.
Nous avons fait des démarches auprès du président de l'Assemblée nationale, mais aussi auprès de la NCB, pour que dès 2023, qu'on aide nos populations déshéritées. Parce que c'est de là que j'aime véritablement l'économie de notre pays. Voilà ce que je peux dire à ce qui concerne les maladies tropicales négligées. Vous avez dit plutôt que le Bénin dispose d'un plan national de lutte intégré contre les maladies tropicales négligées. Je rappelle que ça existe depuis 2013. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Est-ce qu'il y a eu un changement à ce niveau? Il y a eu beaucoup de changements. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. L'arsenal mis en place par le Bénin en disposant d'un programme et en ayant des centres de traitement dédiés à ces maladies, puisque vous savez, ces maladies, lorsque vous finissez le traitement, vous êtes martyrisé et stigmatisé dans la communauté, et vous tombez en ruine. Il y a un système d'accompagnement au niveau pour ces personnes dans nos communautés. Ce que depuis 2013 à ce jour, ces centres-là ont eu beaucoup d'accompagnement. Et il y a un système national, surtout avec la coalition des ONG pour la couverture universelle en santé. Ces ONG, avec l'appui de la fondation ANESVAD, arrivent à identifier dans les communautés ces personnes et à les envoyer vers les centres de santé. Donc, au-delà de ce que l'engagement de l'État, il y a l'engagement des communautés à identifier ces personnes, mais aussi à travailler à l'assainissement du cadre de vie. Vous voyez, je vous ai dit que la première cause, c'est la pauvreté et le cadre de vie. Si l'État, dans le programme d'action du gouvernement, travaille à ce que les communautés soient assainies, c'est que ça permet de régler la question de la santé de la population. Donc, leur engagement, on ne peut pas dire que l'État est encore à l'étape 0. Parce qu'il y a des centres dédiés au traitement de ces maladies. Il y a un système pour pouvoir notifier ces maladies au niveau des zones sanitaires pour pouvoir les traiter. Donc, il y a un système en place. Vous avez uniquement notifié l'ulcère de Buruli. À part ce mal, est-ce qu'il y a d'autres pathologies qui sévissent encore dans les coins reculés J'ai parlé de la lèpre. Ulcère de Buruli, j'ai parlé de la lèpre. Il y a des centres aussi pour le traitement de la lèpre. Oui, il y a le traitement de la lèpre parce que l'ulcère de Buruli est différent de la lèpre. Exactement. Donc, tout ce qui est maladie de peau et des symptômes, on va chercher à savoir si c'est une maladie tropicale négligée ou pas, pour pouvoir traiter. Donc, il y a des maladies tropicales négligées qu'on identifie de façon rare dans nos communautés. Mais quand on l'identifie, l'État prend l'engagement, puisque c'est des maladies contagieuses, prend l'engagement d'accompagner. Parce que vous allez voir que la loi sur la protection de la santé de la population dit clairement que l'État s'engage à traiter ceux qui ont des maladies contagieuses au risque de contaminer toute la population. Est-ce que le paludisme fait partie des maladies tropicales négligées? Non, pas du tout. Okay. Bon. Vous avez vu la fréquence du palu. Pratiquement, les pays en voie de développement, les maladies tropicales négligées, c'est d'abord les maladies rares qui sévissent dans les communautés et dans la communauté rurale. Donc, le paludisme ne fait pas partie des maladies tropicales négligées. Et est-ce qu'on peut arriver à éliminer ces maladies tropicales négligées? L'OMS prévoit les éliminer d'ici 2030. Oui. Est-ce qu'on peut les éliminer et est-ce que le Bénin peut tenir ce pari, les éliminer? Vous savez, le Bénin peut tenir ce pari véritablement si le programme en cours d'assainissement et de communication en santé dans nos communautés on arrive à réussir ça, puisque la base, c'est d'abord la pauvreté, le niveau de pauvreté dans nos communautés. Je vous ai dit que plus une communauté est assainie, plus la maladie disparaît. Donc du coup, si nous maintenons le cap de développement et d'assainissement de nos communautés et à les sensibiliser sur les gestes qu'il faut, moi je pense, et avec l'accompagnement de l'État en ce qui concerne les pauvres extrêmes, sur le projet AMH, je pense que d'ici 2030, on peut atteindre des objectifs. Est-ce qu'au-delà de l'assainissement du cadre de vie, il y a des recherches qui sont faites dans ce sens? Je vous ai dit que la recherche coûte
cher. Et c'est une maladie rare. Il n'y a pas de volontaires en la matière, à part quelques fondations ou des structures qui se mobilisent. Aujourd'hui, si nous voulons comment on appelle, tout le monde a compris que pour véritablement les éliminer, il faut travailler à l'assainissement de base, vous voyez, et à traiter ceux qui sont là et à les réintégrer. Lorsqu'on arrive à réussir cela, on pourra éliminer aisément les maladies tropicales négligées. Et qu'est-ce que vous faites à votre niveau, au niveau de la coalition? Qu'est-ce que vous faites dans le sens d'éliminer ces maladies tropicales négligées? Est-ce qu'il y a des sensibilisations qui sont faites dans les coins reculés? Vous savez, la coalition des OSC pour la couverture universelle en santé, avec l'appui de la fondation ANESVAD, a mis en place depuis 2020 des projets, surtout dans le département de l'Atlantique, dans la commune de Zé particulièrement, pour accompagner et sensibiliser la population sur les maladies tropicales négligées. L'ONG et la coalition a formé plusieurs ONG sur tout l'étendue du territoire national sur les maladies tropicales négligées, sur la feuille de route, comment l'identifier et comment orienter les malades dans les centres dans ces centres-là. Donc la coalition travaille en collaboration avec le programme national et les centres de traitement du CED de Brûlis pour pouvoir identifier. Donc aujourd'hui même, on dispose d'un groupe thématique dédié à cela, à l'identification de ces maladies et à les orienter dans nos communautés. Donc c'est le travail que la coalition fait depuis quelques moments lorsqu'il s'est approprié de la feuille de route de l'engagement de l'État. On va maintenant aborder la qualité des soins dans les formations sanitaires. Alors, quand on parle de qualité de soins, de quoi parle-t-on concrètement? La qualité de soins, c'est d'abord un ensemble de dispositions mises en place pour parvenir à la guérison complète de quelqu'un qui entre dans un hôpital. Ça, c'est la qualité. Tout ce qu'on met en place comme disposition, le dispositif, que ce soit matériel, en ressources humaines, que ce soit psychologique, moral, pour parvenir à une guérison complète du malade et sa satisfaction. Est-ce qu'on peut déduire que l'accueil est inclus dans la qualité des soins sanitaires? L'accueil est un soin à part entière et qui représente 50% pour la guérison d'un malade. Donc, un patient bien accueilli est à moitié guéri. Donc, dans un système de santé où l'accueil n'est pas une priorité, les malades sont à moitié guéris. Donc, je peux vous dire que où il n'y a pas l'accueil, il n'y a pas la qualité de soins. Du tout pas. Et en la matière, est-ce que le patient béninois aujourd'hui a l'assurance qu'il sera bien accueilli dans un hôpital? C'est lourd. Parce que, rapidement. Parce que le Bénin, le fait que la charge de travail dans nos services de santé, la proportion du nombre de gens qualifiés par rapport à la fréquentation de nos services de santé, ça influence sur la question de la qualité du soin et de l'accueil, parfois. Ce qui fait qu'il y a de désaffection au niveau de nos populations. Mais on peut dire aujourd'hui qu'il y a une prise de conscience vu les réformes actuelles au niveau des services de santé en matière d'accueil. Mais beaucoup de choses est encore améliorées. Quand on aborde justement la question de la qualité des soins, on a encore en esprit le drame survenu le 7 octobre dernier où 4 patients ont perdu la vie suite à une coupure d'électricité au CNHU. C'est le drame de trop, monsieur Alessandre, ou juste que c'est un quotidien. Mais je peux vous dire que c'est ce qui est révélé au grand jour. On ne sait pas ce qui se passe dans chaque hôpital de zone au Bénin. C'est au CNHU que cela s'est produit. Et c'est dû à panne d'électricité, on a dit. Dans notre pays, dans un pays en voie de développement comme notre pays là, si nous tous, chaque acteur, on ne prend pas conscience
que la vie humaine est sacrée et que la santé de la population est une priorité, nous allons assister toujours à ces drames et dire condoléances. C'est de chercher les causes des problèmes qui nous minent et de trouver des solutions. C'est vrai qu'il y a un procès en cours, mais au-delà du procès, comment nous devons faire pour stabiliser la question de l'électricité pour la population, surtout là où est installé nos hôpitaux. On ne sait pas, l'hôpital de zone peut-être de Comé ou bien d'Adjoun, on ne sait pas combien la fréquence de coupure là-bas, par exemple, par rapport à Cotonou. Donc, le drame de Cotonou, c'est les réseaux sociaux, tout ça, on a été averti. Mais si on s'asseye un jour pour dire on va faire le point des décès dans nos hôpitaux, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on prend seulement les hôpitaux de zone. Et en 24 heures, on identifie. Et on va chercher les causes de décès. On va tous s'évanouir dans ce pays. On va tous avoir de crise dans ce pays. Et justement, c'est pour éviter ces genres de situations. Il y a eu la fusion annoncée du CNHU avec l'hôpital des armées et aussi récemment l'installation de l'autorité de régulation de la santé. C'est des réformes que moi j'encourage parce qu'il faut la mutualisation des forces. Vous savez, au Bénin, on aime trop chacun être dans son coin. Chacun est dans son coin, ou même des institutions de l'État, chacun veut être dans son coin. Or, la question de la santé, c'est une question nationale. Je vous donne juste un exemple. J'ai une clinique et j'ai mon ambulance pour moi-même. Je prends peut-être 2 ou 3 sorties d'urgence par mois. Au même moment, autour de moi ou bien dans la zone, d'autres personnes meurent faute d'ambulance ou bien faute de telles choses. Mais si les cliniques ou bien les centres de santé dans la zone mutualisaient leurs forces autour de cette ambulance, on allait sauver plus de vies. C'est juste une manière de caricaturer pour vous dire que l'hôpital Kangezo, l'hôpital des soins des hommes et le CNHU sont ensemble. Ils ont des équipements, ils ont des ressources humaines. Pourquoi on ne peut pas faire de ça un pôle, un hub pour satisfaire davantage la population? C'est pour cela que moi j'encourage la mutualisation des forces, que ce soit en public comme en privé, des ressources humaines, du matériel, pour satisfaire la même population que nous avons. Et l'autorité de régulation du secteur de la santé, c'est l'aboutissement des réformes du système de santé. Ils ont beaucoup de choses à faire. Ceux-là sont chargés de la réalisation du droit de la santé de tous les Béninois et de veiller à ce que les politiques de santé soient mises en œuvre, sans distinction de sexe ou de race. Je crois que la transition est toute trouvée pour parler de la mobilisation sociale autour du droit à la santé. Comment vous définissez ça, monsieur Alawapéo? Oui, la mobilisation sociale, d'abord, c'est que la communauté soit informée véritablement qu'il a des droits désormais quand il met le pied à l'hôpital. Si on veut faire une mobilisation autour de cela, c'est de montrer à la population que l'État, le législateur a déjà joué son rôle. À la population ou au corps constitué de la société de prendre connaissance de cette loi et de permettre à ce que chaque personne prenne conscience de ses responsabilités, de ses rôles dans la cité, en termes de la santé. C'est ça cette loi, et à tous les niveaux, que ce soit le corps judiciaire, que ce soit les médias, que ce soit les ONG, que ce soit les groupements de femmes, que ce soit, en tout cas, tout le système et toute la communauté, on doit pouvoir les informer, les former sur leurs droits, même les hôpitaux. Les directeurs d'hôpitaux, les responsables de cliniques privées et publiques doivent former leur personnel sur cette loi pour que chacun sache désormais que le Bénin d'hier n'est pas le Bénin d'aujourd'hui. Le patient d'hier n'est pas le patient d'aujourd'hui. Il a des droits qui sont consignés dans une loi avec des implications directes. Vous voyez, donc c'est ça, cette mobilisation-là, que la coalition des OSC est en train de faire aujourd'hui et a déjà formé plusieurs ONG pour prendre connaissance de cela et sensibiliser les communautés, mais aussi les agents de santé sur la question du droit à la santé. Je rappelle que le patient a des droits quand il va dans une formation sanitaire, dans un hôpital. Absolument. Mais il a également des droits quand il va dans une pharmacie. Oui, puisque la pharmacie, l'officine de pharmacie, c'est un établissement de santé au vu de la loi. Donc, ce n'est pas une boutique. Un patient qui rentre dans une officine de pharmacie doit être bien accueilli, comme dans un service de santé.
il doit avoir la disponibilité du produit. S'il n'a pas la disponibilité du produit, on doit pouvoir l'orienter pour l'obtenir ou bien se substituer en collaboration, puisque ça participe de la sécurité des soins. Or, dans la loi portant protection de la personne en République de la santé des personnes en République du Bénin, dit clairement que parmi les droits fondamentaux, que le patient au Bénin a droit à la sécurité des soins. Et la sécurité des soins va jusqu'à la disponibilité de produits dans nos pharmacies. Donc, dans les pharmacies, il doit pouvoir avoir le médicament. Il doit pouvoir avoir accès à son pharmacien pour les conseils. Donc, son droit, c'est d'avoir accès aux médicaments et le pharmacien l'accompagne à avoir la posologie, les conseils qu'il faut pour utiliser le produit. S'il n'a pas ça, c'est qu'il n'a pas respecté son droit. Mais dans la plupart des pharmacies, le pharmacien n'est pas présent. Alors, je pense que ce problème, dans la majorité des cas, est déjà réglé au Bénin parce que le Bénin dispose de l'autorité de régulation du secteur pharmaceutique aujourd'hui et qui, avec l'Ordre national des pharmaciens du Bénin, et ces deux institutions font un travail énorme en termes de disponibilité du pharmacien ou des pharmaciens assistants dans nos pharmacies, sur tout l'étendue du territoire national, mais aussi de rendre disponibles les pharmacies pour la population. Il y a un travail énorme qui est en train d'être fait qu'il faut véritablement encourager et féliciter. Mais le malade, aujourd'hui, doit pouvoir avoir accès aux médicaments, au traitement, à la posologie et être bien accueilli dans nos officines. Et en matière de traitement, est-ce qu'un patient a le droit de refuser son traitement? Oui, il a le droit de refuser d'accepter. Il peut refuser. La loi, si la disposition de la loi dit clairement, vous pouvez refuser et après vous pouvez dire non, vous pouvez dire oui. C'est à l'agent de santé de vous convaincre de l'importance de le faire et de recueillir votre consentement. Le consentement est obligé, du malade est une obligation. C'est révolu les moments où on saute sur le malade, on commence par le piquer dans tous les sens sans pour autant l'informer de ce qu'on lui donne comme soin. À défaut, si le malade est dans un état où il ne peut pas s'exprimer, il y a celui qui l'accompagne. On doit pouvoir savoir, tous les Béninois, si quelqu'un veut vous faire un soin, vous devez être en mesure de savoir qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour mon malade. Et l'agent de santé a une obligation d'informer sur ce qu'il est en train de faire sur un malade au Bénin. Ça, le droit, la loi là, l'a consacré. Quand on parle de droit des patients, cela sous-entend que le soignant a des devoirs envers ses patients. Absolument. Est-ce qu'il y a des formations complémentaires dans ce sens? On associe et les soignants et les patients à certaines formations. Associer patients et agents de santé, je ne dirais pas oui. Mais il y a une sensibilisation en cours, que ce soit au niveau des agents de santé sur cette loi. Il y a plusieurs organisations qui les forment, les autres professionnels les forment, que ce soit les pharmaciens, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers. Ils forment leurs acteurs sur les droits des patients, les comportements adaptés qu'il faut. Aujourd'hui, le Bénin dispose des protocoles de soins. Et chaque patient peut avoir accès à ça pour voir un peu comment on peut traiter telle ou telle maladie. Voilà ce que je peux dire. Et quand un patient sent que ses droits sont brimés, quelle est la procédure? Quand un patient sent ou bien soupçonne même que ses droits sont brimés, il peut se plaindre à 3 institutions. La personne qui le représente ou bien lui-même peut porter plainte auprès du tribunal territorialement. Si je suppose que c'est Calavi, il porte plainte au niveau du procureur du tribunal de Calavi. Ou l'agent de santé, il porte plainte envers l'ordre professionnel de la personne. Soit c'est l'ordre des pharmaciens, l'ordre des médecins, sages-femmes ou infirmiers. En tout cas, les autres professionnels s'organisent au Bénin. Ou directement au ministre de la Santé. Et chaque institution a un délai de 2 mois maximum pour donner suite à cette plainte. Est-ce que ces 2 mois sont respectés? Parce que dans l'entendement de tout Béninois, ces procédures sont parfois lourdes et longues. Non. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Si quelqu'un se sent brimé dans ses droits, il n'a qu'à faire les démarches. Et puis, il va témoigner. Je pense que le Bénin a évolué et on ne peut plus classer sans suite une plainte qui porte atteinte à la vie d'un citoyen. Ce n'est plus possible.
Alors, monsieur Alovokwengou, nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Pour résumer tout ce qu'on a dit, qu'est-ce que vous avez à dire aux Béninois? Moi, je voudrais dire, pour conclure aux Béninois, le vrai ennemi du Béninois, ou bien de la population, c'est celui qui est insensible à la souffrance de sa population, où qu'il soit, quel que soit son niveau dans la société. Et pour réussir la question de couverture universelle en santé et la qualité des soins, le minimum qu'il faut, c'est une solidarité nationale en termes de la santé de la population et à développer un peu de la sensibilité et de rompre avec l'indifférence face à la souffrance de la population à tous les niveaux. Dans nos politiques, il faut le faire à tous les niveaux. Donc c'est ce que moi je voudrais dire et inviter les décideurs au niveau national, leur engagement au plan international en termes du budget de la santé, en termes des maladies tropicales négligées, en termes de la couverture universelle en santé, de poursuivre les efforts qui sont en cours, pour ne pas dire de doubler les efforts qui sont en cours, inviter les acteurs de santé à beaucoup plus de mobilisation et à conscience au travail et à la population d'être compréhensive envers les agents de santé. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Alexandre Alovokwengou. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la coalition des OSC du Bénin pour la couverture universelle en santé. Mesdames, messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis.